présidente de la Bibliothèque nationale de France. Je souhaite la bienvenue ce soir donc, pour écouter la conférence que va donner M. Tenenbaum sur Paul Erdos. Merci d'être venus si nombreux, car je vois que le grand auditorium est copieusement rempli, ce qui, bien sûr, nous réjouit. Donc, juste un petit rappel pour vous dire que cette conférence s'inscrit dans un cycle qui s'appelle « Un texte à mathématicien », qui en est à sa 13e saison. Et donc, la conférence de ce soir est la 2e de l'année. Elle sera suivie donc de 2 autres à la suite. Avant de laisser la parole à Serge Cantat, donc de la Société mathématique de France, avec qui donc, nous collaborons pour mettre en place ce cycle, je voulais juste saluer donc, les partenaires de cette manifestation, que sont donc la revue Tangente et l'association Animat. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très très bonne conférence et à vous remercier à nouveau d'avoir répondu présents si nombreux. Bonsoir tout le monde. D'abord un bonsoir spécifique pour les lycées qui nous ont rejoints ce soir, donc le lycée Bascan qui vient de Rambouillet. Et puis il y a 3 lycées parisiens, le lycée Sophia Delaunay, si je me souviens bien, le lycée Voltaire, et le lycée des Francs-Bourgeois, qui a droit à une mention spéciale parce qu'ils étaient déjà là, peut-être pas les mêmes classes, il y a un mois à la première conférence pour 2017. Voilà, donc merci pour votre présence, merci d'être si nombreux ce soir. Donc ce cycle, il a lieu grâce au partenariat depuis maintenant plus de 12 ans entre la SMF et la BNF. Et une de ses ambitions, c'est qu'on découvre ensemble ce soir ou après sur Internet grâce aux vidéos qui sont disponibles, des mathématiques dans toute leur diversité. Donc la diversité des thématiques, mais aussi des acteurs ou des époques, des interactions avec le milieu mathématique et extra-mathématique. C'est dans toute cette diversité qu'on veut vous présenter des mathématiques par les gens qui les font actuellement. Et ça, c'est possible, je voudrais le redire, grâce à la BNF, à la SMF, au soutien d'Animat et de la revue Tangente, mais surtout grâce aux conférenciers qui nous font le plaisir et l'honneur de venir nous instruire et puis parfois nous divertir. Et ce soir, on a l'occasion d'écouter Gérald Tenenbaum, qui vient de Nancy, de l'Université de Lorraine, où il est professeur de mathématiques. Alors Gérald, il est connu pour plusieurs choses. Je vais commencer par celle qui est la plus éloignée peut-être de la conférence de ce soir, c'est qu'il est écrivain. Je pense que son 8e roman vient de paraître, Les Harmoniques. Voilà. Et pour moi, il est surtout connu comme mathématicien, donc un mathématicien en théorie des nombres, mais avec des méthodes de probabilité et d'analyse. Un mathématicien qui a eu de nombreux prix, de nombreuses reconnaissances, donc le prix Gaston Julia à l'École Polytechnique, la médaille Châtelet, et puis avec Michel Mendès France qui est là ce soir, le prix Paul Doisteau et Émile Blutet de l'Académie des sciences. Donc je vais laisser la parole à Gérald Tenenbaum pour cette soirée. Merci. Merci à vous d'être présents et merci à la Société mathématique de France et à la Bibliothèque nationale de France d'organiser ce cycle de conférences. Et depuis 13 ans que ce cycle existe, eh bien je pense que ce n'est que justice qu'on parle enfin de Paul Erdos, qui était un mathématicien immense et quelqu'un d'extraordinaire aussi sur le plan personnel. Et c'est lui qui m'a fait entrer, qui m'a ouvert la porte du monde des nombres. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir lui rendre cet hommage. Alors Paul Erdos et l'anatomie des nombres entiers. Léopold Kronecker, un mathématicien et un logicien qui était persuadé que l'analyse mathématique devait être fondée sur l'arithmétique, a un jour énoncé cette phrase « Dieu a créé les nombres, tout le reste est l'œuvre de l'homme ». Eh bien, Paul Erdos, toute sa vie, s'est occupé de tout le reste.
Alors, les nombres entiers, c'est quelque chose qui fascine, c'est quelque chose qu'on a certainement en nous, et peut-être encore plus en nous que ce qu'on peut imaginer. Il y a une expérience qui a été faite par Karen Wynne, professeur de sciences cognitives en 1992, et qui est une expérience très intéressante parce que Karen Wynne a fait cette expérience avec des bébés de 5 à 7 mois. Et elle a fait l'expérience suivante. Donc, le premier dispositif, ça consiste à montrer au bébé donc 2 figurines qu'elle passe successivement derrière un cache. Donc, elle passe les 2 figurines derrière le cache, et puis ensuite, elle enlève le cache. Et là, le bébé s'attend à voir 2 objets, il en voit 2, et puis son attention ne reste pas fixée très longtemps sur sur cet événement qui n'en est pas un. Dans un deuxième temps de l'expérience, elle montre successivement aussi 2 objets qu'elle passe derrière le cache, mais avant d'enlever le cache, elle en enlève un. Et ensuite, elle enlève le cache, et le bébé qui s'attend à voir 2 objets n'en voit qu'un. Et là, son attention reste fixée pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui pour un enfant de cet âge, évidemment, est tout à fait significatif. L'expérience est reproduite. Et donc, ça montre que dès la toute petite enfance, eh bien, le concept de nombre est déjà ancré dans le cerveau de l'être humain. Alors je remercie au passage Stéphanie Delmas qui a fait ces dessins et qu'on peut retrouver sur son site. Alors compter. Compter, c'est évidemment une activité humaine très importante. Les premiers hommes devaient compter leurs outils, compter leurs troupeaux, compter leurs familles. Et puis compter évidemment les animaux qu'ils élevaient. Bon, ils élevaient des sangliers, et donc quand on a des sangliers, on peut en avoir un peu, beaucoup, et puis là, il faut savoir les compter. Mais compter, c'est pas seulement être capable de dénombrer des objets, ça peut être aussi être capable de scinder les quantités, les collections d'objets qu'on a pour les diviser en plusieurs parties égales. Donc voici un homme préhistorique. Bon, il a 6 sangliers. Bon, si c'est 6 sangliers pour lui, tout va bien. S'ils sont 2, là, on peut encore faire 2 groupes égaux. Il n'y a aucun problème. Et s'ils sont 3, eh bien ça marche encore. On peut faire 3 groupes. Mais si notre homme a 7 sangliers, eh bien là, il n'est pas possible de faire plusieurs groupes. J'entends par groupe au moins 2 sangliers, sinon ils ne peuvent pas se reproduire. Et donc la raison, c'est que le nombre 7 est évidemment un nombre premier. Donc là, on tombe sur la première difficulté liée au nombre premier, c'est qu'évidemment, on ne peut pas diviser, on ne peut pas faire plusieurs groupes à partir d'une quantité qui est un nombre premier. Donc voilà, on arrive à cette notion de nombre premier, et le grand mathématicien Godfrey Hardy, un immense mathématicien britannique dont on reparlera plusieurs fois au cours de cet exposé, s'adressait ainsi en 1922, sur un mode un petit peu provocateur, à ses collègues physiciens. C'est le mathématicien, disait-il, qui a le contact le plus direct avec la réalité. Une chaise, une étoile, ne ressemblent pas le moins du monde à ce qu'ils paraissent être. Plus nous pensons à eux, plus leurs contours deviennent flous dans le halo de sensations qui les entourent. Mais 2 ou 317 n'ont rien à voir avec les sensations, et leurs propriétés apparaissent de plus en plus nettement au fur et à mesure que nous les examinons de plus près. 317 est un nombre premier,
non parce que nous le pensons ou parce que notre esprit est constitué d'une certaine manière, mais parce que c'est ainsi, parce que la réalité mathématique est ainsi faite. Alors de là à imaginer que les mathématiques, et en particulier l'arithmétique, peuvent constituer un langage universel, et que si un jour nous devons rentrer en contact avec une autre intelligence, avec une intelligence extraterrestre, eh bien c'est par le biais des mathématiques et peut-être par le biais de l'arithmétique que nous pourrons établir ce contact. Le langage, c'est vrai, il y a beaucoup de langues sur la Terre avec beaucoup de structures différentes. La musique, qu'on appelle aussi un langage universel, dépend quand même de la culture dans laquelle elle a été élaborée. Mais les mathématiques, les concepts mathématiques sont transmissibles, je dirais, à l'état brut. C'est en tout cas l'hypothèse qui a été suivie par beaucoup d'auteurs de science-fiction, dont Carl Sagan, dans un roman qui s'appelle justement Contact, et qui a été mis à l'écran par Robert Zemeckis avec Jodie Foster, et dont je vous propose un très court extrait. Ça recommence. Attendez, une minute, ce sont des chiffres. Il y a eu un 3, celui juste avant était un 2. Basé sur 10 chiffres, commençons à compter. Ça fait 5. 1. 7. 7. Ce sont des premiers. 2, 3, 5, 7, ce sont tous des nombres premiers. Ça ne peut pas être un phénomène naturel. Bon, restons calmes surtout. Voilà, un peu plus loin dans le film, les extraterrestres envoient des pulsations jusqu'à 101, c'est-à-dire ils montrent tous les nombres premiers, entre 2 et 101. Bon, je n'ai pas voulu que l'extrait soit trop long, mais en tout cas, la communication s'établit grâce aux nombres premiers. Alors les nombres premiers, eh bien, ils nous intriguent depuis l'Antiquité. Et les premiers résultats sur les nombres premiers sont dus à Euclide, à peu près 300 ans avant notre ère. Alors Euclide nous a donné plusieurs résultats sur les nombres premiers, plusieurs résultats fondamentaux. Le premier, qui paraît évident, c'est que tout entier est produit de nombres premiers. Effectivement, si vous avez un entier, vous allez essayer de le diviser par 2, par 3, par 5, et puis le résultat, vous allez encore essayer de le diviser, puis ensuite, on obtient un produit de nombres premiers. Donc 12 s'écrit 2 fois 2 fois 3. Si on écrit 2016, eh bien on va avoir 5 fois le nombre 2, et puis 2 fois le nombre 3 et 1 fois le nombre 7. Et puis si on cherche à décomposer 2017, eh bien là, on tombe sur un os, puisque 2017 est lui-même un nombre premier. Donc tout entier s'écrit comme nombre premier, donc on peut voir les nombres premiers comme des briques qui vont nous permettre de fabriquer tous les autres entiers. Donc ces entiers particuliers dans la suite des entiers qui permettent de fabriquer tous les autres. Le deuxième théorème d'Euclide, qui est très important également, c'est que la décomposition en nombres premiers, telle qu'on vient de la voir ici, est unique. Alors, il y a une seule manière. Ce qu'on vient de faire, on ne peut le faire que d'une seule manière, et c'est en particulier la raison pour laquelle le nombre 1 n'est pas considéré comme un nombre premier, parce que si on devait admettre 1 dans la suite des nombres premiers, on peut multiplier par 1 autant de fois qu'on veut, et donc on n'aurait pas une décomposition unique. Le nombre de facteurs lui-même ne serait pas unique. Et puis le troisième théorème d'Euclide, qui est essentiel et qui va finalement nous occuper une partie de cet exposé, c'est qu'il y a une infinité de nombres premiers. Aussi loin qu'on aille dans la suite des nombres premiers, on va toujours trouver des nombres premiers, même si, on le verra, ils sont de plus en plus rares.
Alors, je ne vais pas faire beaucoup de démonstrations dans cet exposé, mais je peux au moins en faire une. Je vais démontrer qu'il y a au moins un nombre premier plus grand que 1000. Et puis, j'espère que vous serez d'accord pour admettre que dans cette démonstration, on aurait pu remplacer 1000 par n'importe quoi. Et donc, ça donne le fait qu'il y a au moins un nombre premier plus grand que n'importe quelle quantité fixée à l'avance. Alors, comment on va faire pour démontrer ça? Eh bien, on va commencer par faire le produit de tous les entiers jusqu'à 1000. Alors, ça donne un nombre absolument gigantesque. Il a 2567 chiffres. Mais peu importe, c'est un nombre entier. Et à ce nombre, eh bien, j'ajoute 1. J'obtiens un énorme nombre, grand N, et ce nombre grand N, eh bien, il n'est pas divisible par 2, puisque si je divisais par 2, j'obtiendrais le reste 1. Il n'est pas divisible par 3, pour la même raison, pas divisible par 4, par 5, etc. Il n'est divisible par aucun nombre jusqu'à 1000. Mais, comme on a vu que tout nombre est produit de nombres premiers, ben, ce nombre a des facteurs premiers, et chacun de ces facteurs, il n'y en a peut-être qu'un, peut-être que ce nombre est premier, peut-être qu'il a plusieurs facteurs, mais chacun de ces facteurs est un nombre premier plus grand que 1000. Alors les nombres premiers, c'était un amour d'Erdős pendant toute sa vie. Erdős est né sur les bords du Danube, à Budapest, en 1913, le 26 mars plus exactement. Ses parents, Anna, Wilhelm et Lajos, au départ Engländer, qui est devenu Erdős à cause de l'antisémitisme, beaucoup de familles juives à cette époque ont changé de nom, et comme les Erdős étaient des gens simples, ils ont pris un nom simple. Erdős, en hongrois, signifie du bois, tout simplement. Alors, ses parents se sont mariés en 1905, et puis ils ont tout de suite fondé une famille, et lorsque Erdős est né, Paul Erdős est né en 1913, il avait déjà 2 sœurs, Magda et Clara. Et sa naissance est marquée du sceau du destin de manière terrible, puisque lorsque le bébé, le nouveau-né, Paul Erdős et sa mère sont revenus de la maternité, les 2 grandes sœurs avaient contracté la scarlatine et étaient décédées. Ce qui explique que le rapport de Paul et d'Anna a toujours été particulièrement, je dirais, proche. Elle l'a couvé, elle l'a accompagné toute sa vie à elle, bien sûr, et elle lui a donné une éducation essentiellement à la maison. Alors, voilà Paul Erdős, lorsqu'il était tout bébé. Son père, Paul est né en 1913, et donc il y a eu tout de suite après la guerre de 14, et Lajos a été prisonnier en Russie, en Sibérie en fait, jusqu'en 1920. Donc Anna a dû travailler, elle était professeure elle-même de mathématiques, elle a travaillé dans un collège, ensuite elle a donné des cours particuliers, mais elle était loin de la maison, elle a confié l'éducation de Paul à une gouvernante allemande, parce qu'il était, le système éducatif allemand était extrêmement prisé à l'époque. Et le premier rapport de Paul Erdős avec les nombres était peut-être de calculer le nombre de jours nécessaires jusqu'au retour de sa mère. À 4 ans, un ami, on avait déjà remarqué que c'était un enfant prodige, et à 4 ans, un ami lui pose la question: si de 100, on ôte 250, qu'est-ce que ça donne? Alors, le petit garçon réfléchit, il reste un instant silencieux, et puis son visage s'éclaire, il sourit, et il répond: eh bien, on obtient 150 en dessous de 0. Je ne sais pas si vous imaginez ce que peut signifier pour un enfant de cet âge d'avoir réinventé, il parlait lui de découverte indépendante, d'avoir réinventé les nombres négatifs. Les nombres négatifs, au départ, on pensait que c'était impossible. Moins 3 pommes, ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, bien sûr, entre les parkings en sous-sol, les températures négatives, on est habitué aux nombres négatifs. Mais il a fallu beaucoup d'années
à l'humanité pour admettre leur existence et puis travailler avec. En tout cas, voilà, Paul Erdős parlait de découvertes indépendantes lorsqu'il évoquait cet épisode. Toujours avec un petit sourire. Voilà, Paul Erdős a 8 ans. Il raconte, mon père, donc, était revenu de la déportation en Sibérie. Mon père m'a parlé de la preuve d'Euclide, cette même preuve que j'ai mentionnée brièvement tout à l'heure, et j'ai été accroché. À 8 ans, il était capable de multiplier de tête des nombres de 4 chiffres. Il s'amusait à calculer le temps que mettrait un train pour atteindre le soleil. Et quand il demandait l'âge des amis de ses parents, il calculait le nombre de secondes qu'ils avaient vécues. Alors, un génie, ça éclot, ça pousse, mais pas sur n'importe quel terreau, pas dans n'importe quel jardin. Et le jardin de la Hongrie, à cette époque, était particulièrement fécond. Ça vient du milieu du XIXe siècle. Le ministre de la Culture, Joseph Eötvös, avait pensé que pour faire face aux défis de l'ère industrielle, eh bien, il fallait tout miser sur l'école et sur l'éducation. Et il avait chargé un enseignant de renom qui s'appelait Mort von Karman de mettre sur pied un système à l'image du système allemand qui était extrêmement valorisé à l'époque. Le statut des enseignants, y compris des enseignants du secondaire, était valorisé en Hongrie de manière extraordinaire. Enfin, pour nous, aujourd'hui, ça paraît presque incroyable. L'un de ces professeurs mythiques était László Ratz, et dont plusieurs des élèves ont eu des prix Nobel, ont été des scientifiques incroyablement célèbres. Aucun de ces élèves n'a de rue à Budapest, mais László Ratz, lui, a donné son nom à une artère de la ville. Alors voilà, Paul Erdős a 18 ans. Il commence les recherches mathématiques sous la direction de Léopold Feyer, lui-même un mathématicien de renom. Et dans la classe, parmi les élèves de Feyer, on retrouve beaucoup d'anciens élèves de László Ratz. Parmi ceux-là, je citerai John von Neumann, donc qui a fait des contributions majeures à l'informatique théorique, à la logique mathématique, à la mécanique quantique, à l'économie. Georges Polya, qui s'est occupé de théorie des nombres, de probabilité, de combinatoire. Paul Tourane, un ami de la vie entière de Paul Erdős, qui a travaillé en théorie des graphes, en théorie des nombres, en analyse, et bien sûr, Paul Erdős. La liste des Hongrois célèbres ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas aux sciences ou à la physique ou à l'informatique. Et c'est pour dire qu'un système éducatif de qualité produit des gens extraordinaires dans tous les domaines. Alors je vais en citer simplement quelques-uns pour voir un peu ce que ça a pu donner. Alors Béla Bartók, qui est le fondateur de l'ethnomusicologie, célèbre pour ses quatuors à cordes. Georges Solti, grand chef d'orchestre, qui a dirigé les plus grands orchestres du monde entier. Georges Cukor, réalisateur, en particulier qui nous a donné My Fair Lady. Michael Curtis, qui a été le réalisateur de Casablanca. Arthur Koestler, écrivain, qui a écrit en particulier Le Zéro et l'Infini. Et puis Zaza Gabor, actrice. Voici son portrait. Elle est décédée il y a quelques semaines, en décembre 2016, à l'âge de 99 ans. Et puis, Eric Weiss, prestidigitateur, plus connu sous le nom de Harry Houdini.
Ah ben, il a disparu. Alors, Erdős, à 18 ans, eh bien, il commence tout de suite à s'intéresser à un problème qui avait été posé par le mathématicien français Joseph Bertrand et qui concerne les nombres premiers. Alors, la conjecture de Bertrand, qu'on appelait le postulat de Bertrand, était qu'entre un nombre et son double, il y a toujours un nombre premier. Donc ça veut dire que, bon, on savait que les nombres premiers se raréfiaient, mais tout de même, ils étaient suffisamment denses pour qu'il y en ait toujours. Si on prend un nombre entier et qu'on le double, eh bien, entre les deux, il y a toujours un nombre premier. Alors, pour fixer les idées, donc... pardon. Voilà, donc entre 2 et 4, on va trouver le nombre premier 3. Entre 5 et 10, on va trouver le nombre premier 7. Et puis, entre 19 et 38, eh bien, on ne va pas trouver qu'un seul nombre premier, on va trouver voilà, 29, 31, 37, 19. Et donc, ce postulat, cette conjecture a intrigué les mathématiciens pendant quelques années. Et puis, la première démonstration a été obtenue en 1850 par le mathématicien russe Pafnuty Tchebychev. Et pour cette démonstration, Tchebychev avait développé une machinerie assez compliquée. C'était une démonstration qui était difficile. Mais Paul Erdős, à l'âge de 21 ans, à l'âge de 18 ans, pardon, en 1931, donc dans un article qui a été publié en 1932, a donné une démonstration beaucoup plus simple, beaucoup plus directe. Et c'était le premier article de Paul Erdős, voilà, preuve d'un théorème de Tchebychev, premier article publié donc en 1932. Alors Paul Erdős, comme je le dis, est un immense mathématicien qui a vécu essentiellement tout le XXe siècle. Il a écrit plus de 1500 articles, ce qui est considérable dans beaucoup de domaines différents. Il a eu 511 collaborateurs, c'était un partageur, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Il aimait beaucoup travailler en collaboration. Et ce goût d'Erdős pour la collaboration a fait que les mathématiciens ont inventé un concept qui est le concept de nombre d'Erdős. Alors qu'est-ce que c'est que le nombre d'Erdős? Mais c'est simple. Erdős lui-même a le nombre d'Erdős égal à 0. Si un mathématicien a publié un article en collaboration avec Erdős, donc l'un de ces 511 dont votre serviteur, eh bien, il a nombre d'Erdős égal à 1. Si quelqu'un a publié un article en collaboration avec quelqu'un qui a publié un article avec Erdős, il a le nombre d'Erdős égal à 2, et ainsi de suite. Einstein, par exemple, a le nombre d'Erdős égal à 2. Et on conjecture que si un mathématicien a publié un jour un article avec qui que ce soit, eh bien, son nombre d'Erdős est fini et relativement faible. Alors Erdős a travaillé en théorie des nombres, bien sûr, en analyse combinatoire, en théorie des graphes, en géométrie des nombres, en théorie des ensembles, en théorie des probabilités et en analyse mathématique. Il avait une manière particulière de concevoir le monde, et le nombre aussi. Et il crée du vocabulaire. Les enfants, il les appelait des epsilons. Les femmes, il les appelait des patrons. Les hommes, il les appelait des esclaves. La musique, il appelait ça du bruit. Il aimait pourtant écouter beaucoup, il aimait la musique classique. Quand il venait en France, le fait qu'il y ait France Musique, il trouvait ça extraordinaire. Mais bon, la musique, disons qu'il pouvait l'écouter, mais pas en réfléchissant aux mathématiques. Les États-Unis, il appelait ça Sam. L'Union soviétique, c'était Joe.
Et puis Dieu, il l'appelait le SF, le suprême fasciste, celui qui tranche la vie. Et on aura l'occasion d'en reparler. Alors, le SF, il pensait que le SF maintenait un grand livre, un livre transfini, avec les plus belles démonstrations des théorèmes mathématiques. Il disait, bon, on n'est pas obligé de croire au SF pour croire au livre, au grand livre. Et puis ensuite, il ajoutait, je ne suis même pas sûr que le grand livre existe. Mais, en tout cas, le plus beau compliment qu'il pouvait faire pour une démonstration, c'était « straight from the book », directement issu du livre. Alors, ce livre, eh bien, des mathématiciens ont essayé de l'écrire, et Martin Egner et Günther Ziegler ont écrit un livre qui en est à sa énième édition, avec les plus belles démonstrations des théorèmes mathématiques. Une belle démonstration, ça doit être court, ça doit s'imposer, ça doit être beau. La beauté, c'est un critère très important pour les mathématiciens. Hardy en a lui-même parlé beaucoup. Et en tout cas, ce livre, on peut dire que d'une certaine manière, bon, on en a des extraits dans le livre de Egner et Ziegler. Alors, revenons aux nombres premiers. Les nombres premiers, une des questions qui a taraudé l'humanité depuis le théorème d'Euclide, c'est de dire combien y a-t-il de nombres premiers qui n'excèdent pas une quantité donnée. Alors pendant un certain temps, on s'est dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas trouver une formule pour les nombres premiers, mais pour le nombre de nombres premiers n'excédant pas une quantité donnée. Mais cette formule, on ne l'a jamais trouvée, ou en tout cas, on en a trouvé certaines, mais qui sont tellement compliquées qu'on a aussi vite fait de calculer tous les nombres jusqu'à cette quantité, donc ça n'est pas une formule qui sert à quelque chose. Et puis, alors on s'est dit, bon, bah, finalement, au lieu de calculer exactement, on va essayer d'approcher. C'est le sens de l'analyse mathématique. Et approcher, on va essayer de trouver une quantité qui est proche du nombre de nombres premiers jusqu'à x. Et sur la foi de longues tables de nombres premiers, eh bien, Adrien-Marie Legendre, mathématicien français, dont on n'a aucun portrait, si ce n'est cette caricature à charge. Pendant longtemps, on l'a confondu avec un autre Legendre qui en fait était un boucher, qui n'avait rien à voir avec les mathématiques. Et le seul portrait qu'on ait de Legendre, c'est cette caricature un petit peu méchante. Et puis le grand Gauss, il vivait à peu près à la même époque, ont conjecturé un résultat sur le nombre de nombres premiers jusqu'à x. Alors, quelle était leur conjecture? Leur conjecture, c'est la chose suivante, pi de x équivalent, proche, si vous voulez, de x sur le logarithme de x. Alors déjà, c'est une conjecture, donc on va commencer par lui mettre des points d'interrogation, parce qu'on n'est pas sûr. Et puis, alors qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? Donc pi de x, ce qui est à gauche, c'est le nombre de nombres premiers jusqu'à x. Et puis de l'autre côté, on a x, lui-même, le nombre divisé par une quantité qu'on appelle le logarithme népérien de x. Alors bon, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le logarithme népérien, mais on va en donner une idée simple. Eh bien, c'est à peu près, c'est proportionnel au nombre de chiffres nécessaires pour écrire le nombre x en base 10, par exemple. Donc, le logarithme de 1000, c'est 6,9. Le logarithme de 10 000, c'est 9,2. Et le logarithme de 1 million, c'est 13,8. Donc, on voit que c'est une quantité qui va grandir, mais lentement. Hein. Je veux dire, il faut aller jusqu'à 1 million pour que le logarithme fasse à peine 14. Alors, si on en croit la conjecture, eh bien, quel est le pourcentage de nombres premiers jusqu'aux quantités en question? Eh bien, jusqu'à 1000, on en trouve 14%. Jusqu'à 10 000, on en trouve 11%. Et jusqu'à 1 million, eh bien, le pourcentage tombe, vous voyez, il vient de tomber, à 7%. Donc, il y a ce qu'on appelle la loi de raréfaction des nombres premiers.
Il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours, d'après le théorème d'Euclide, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y en a toujours. Alors cette démonstration, cette conjecture, pour l'instant, ce n'est qu'une conjecture. On a des points d'interrogation et pas de points d'exclamation. Mais en 1896, donc quand même un certain nombre d'années après, presque un siècle après les conjectures de Gauss et Legendre, eh bien, la conjecture a été démontrée simultanément par deux mathématiciens, un Français, Jacques Hadamard, de Bordeaux, et puis un Belge, Charles-Jean de la Vallée-Poussin. Vous voyez que démontrer le théorème des nombres premiers, ça conserve, puisqu'ils ont eu tous les deux des vies extrêmement longues et avec des dates de naissance et de mort très proches. Alors cette fois-ci, ça y est, on peut mettre des points d'exclamation parce que c'est démontré. Bon, c'est démontré, mais on n'est pas au bout de nos peines. On a quand même un problème. Alors, quel est le problème? C'est que Hadamard et la Vallée-Poussin ont utilisé des méthodes différentes, mais les deux ont utilisé ce qu'on appelle des nombres complexes. Les nombres complexes, c'est qu'il y a les nombres réels, comme 2, racine de 2 ou pi, et puis il y a des nombres imaginaires dont le carré est négatif. Si on prend un nombre réel, son carré va toujours être positif, mais là on a imaginé qu'il existerait des nombres dont le carré est négatif. Et puis on va mélanger les nombres réels avec les nombres imaginaires, et ça donne ce qu'on appelle les nombres complexes. Et alors la démonstration, qui était une démonstration relative à des nombres réels, à des entiers même, puisque c'est les nombres premiers, eh bien elle passait par les nombres complexes. Donc la question que les mathématiciens se sont posée, une question philosophique, une question importante, c'est de se dire, eh bien, est-ce qu'il existe une démonstration élémentaire du théorème des nombres premiers? Alors élémentaire, il y a beaucoup de mauvaises interprétations du mot élémentaire, ce n'est pas ce sens-là, c'est le sens d'une réponse qui se ramène aux éléments de la question. Et le grand Hardy, dont nous avons parlé déjà plusieurs fois, et on n'a pas fini, s'exprimait en ces termes en 1921 devant la Société mathématique de Copenhague. Il n'existe pas de preuve élémentaire du théorème des nombres premiers. Et on peut se demander s'il est raisonnable d'en attendre une. Une telle preuve me semble extrêmement improbable. Si elle était produite, il serait temps de ranger les livres et de réécrire la théorie. C'est fort hein, comme assertion. Hein. C'est-à-dire qu'on pensait que l'analyse complexe était en un certain sens plus profonde que l'analyse réelle, et que Hadamard, par exemple, disait le chemin le plus court entre deux quantités réelles passe par le plan complexe. Donc on pensait qu'il y avait quelque chose de fondamental dans l'analyse complexe que l'analyse réelle était impuissante à produire. Donc c'était une question de philosophie mathématique, mais une question très importante, qui a agité les mathématiciens pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et puis, en 1949, eh bien, Paul Erdős et Atle Selberg ont produit une telle démonstration élémentaire, réglant de manière définitive le statut relatif de l'analyse complexe et de l'analyse réelle. C'était un progrès immense, et on peut dire que dans l'approche d'Erdős, eh bien, il y avait quelque chose de sa première démonstration à l'âge de 18 ans du postulat de Bertrand. Alors, revenons un peu en arrière, puisque ça c'est 1949, mais Erdős a quitté la Hongrie en 1934. Il dit, 1934, Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, il dit, la Hongrie était un pays semi-fasciste, j'étais juif et j'ai quitté la Hongrie. Il est arrivé à Cambridge, où il a rencontré Hardy.
On raconte que c'est la première fois qu'il a dû beurrer lui-même sa tartine, parce que sa mère n'était pas avec lui. Et puis, bon, sont suivis, évidemment, Cambridge était à l'époque la Mecque des mathématiques, et s'en sont suivis immédiatement des discussions avec Hardy. Alors, Hardy lui parle d'un théorème qui date de 1917, donc 17 ans auparavant, qu'il a obtenu avec un certain Ramanujan. Alors, il faudrait évidemment un exposé entier pour parler de Ramanujan, certainement plusieurs. Ramanujan est lui aussi un monument des mathématiques. Pour la petite histoire, je dirais simplement que Ramanujan était indien. En janvier 1913, il écrit à Hardy, professeur à Cambridge, et il dit, voilà, j'ai environ 23 ans. J'ai pas de formation universitaire, mais j'ai suivi les cours de l'école élémentaire. J'emploie mon temps libre à travailler aux mathématiques et j'ai obtenu certains résultats que les mathématiciens locaux considèrent comme intéressants. Et j'ai en particulier obtenu une formule pour les nombres premiers. En cela, il se trompait, malheureusement. Mais en tout cas, et puis s'ensuit dans cette lettre un certain nombre d'identités, de formules que Hardy observe, qu'il scrute. Il va voir son collaborateur John Littlewood, il commence à regarder les formules. Alors certaines, ils arrivent à les démontrer. Il n'y avait aucune démonstration. Ramanujan était un peu mystique et il considérait que la vie était trop courte pour passer deux fois par le même chemin. En tout cas, mais donc ils arrivent à démontrer certaines formules, quelquefois avec difficulté, d'autres restent tout à fait mystérieuses. Et au bout d'un certain nombre d'heures de discussion avec Littlewood, eh bien, Hardy conclut que ce Ramanujan est un génie. Tout les séparait, ces deux hommes. Hardy était un universitaire britannique, athée, rigoureux, précis. Ramanujan était un Indien mystique, intuitif, mais ils devinrent amis et collègues, ils ont travaillé ensemble. Dans une discussion avec Paul Erdős, Erdős a un jour demandé à Hardy « Quelle est votre plus grande contribution aux mathématiques ?» Et sans hésiter, Hardy a répondu « C'est la découverte de Ramanujan ». Alors, Hardy et Ramanujan avaient travaillé sur les nombres premiers, mais d'une manière totalement différente de tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait étudié les nombres premiers à l'intérieur de la suite des entiers. Et Hardy et Ramanujan, eux, s'intéressent à la factorisation des entiers. Ils s'intéressent à la factorisation des entiers, et qui plus est, sous l'angle probabiliste. Alors, les probabilités au début du XXe siècle, donc bon là on est en 1917, donc on est au début du XXe siècle, les probabilités avaient vraiment le vent en poupe. Pour diverses raisons. Il y avait déjà les actuaires qui devaient calculer des primes d'assurance. Alors c'est évidemment, ce sont des probabilités. Il y avait Louis Bachelier, mathématicien français, qui essayait de modéliser les cours de la bourse. Là aussi, il s'agissait de modéliser des phénomènes probabilistes. Et puis, bien sûr, un peu plus tard, le travail de Andrei Kolmogorov, mathématicien russe, qui a axiomatisé les probabilités et qui leur a donné un véritable statut mathématique. Et puis, bien sûr, la physique quantique avec les travaux de Planck, de Born, de Schrödinger, qui étaient de manière fondamentale de nature probabiliste. Donc l'idée était dans l'air de regarder, de considérer les nombres, non pas sous l'angle de la suite, 2, 3, 5, 7, etc., mais de regarder de manière probabiliste. Et l'idée de Hardy et Ramanujan consistait à s'occuper de la factorisation et de se dire,
comment s'est fait un nombre au hasard? Alors, si on regarde des tables, on ne voit pas grand-chose. On voit... Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que... donc j'ai une première colonne où j'ai les nombres de 1000 à 1021, une deuxième colonne où j'ai pris les nombres de 10 000 à 10 021. Dans la première colonne, alors les nombres premiers sont en rouge. On voit qu'il y a effectivement une raréfaction, puisque on a 4 nombres dans la première colonne, et on en a seulement 2 dans la deuxième. On voit que quand on regarde la factorisation, il n'y a pas beaucoup de nombres au premier. Il n'y a pas beaucoup de nombres dans les factorisations. On pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait plus, effectivement. Souvent, il y a des petits nombres et puis un grand. C'est rare qu'il y en ait 2 grands. En général, il n'y en a qu'un. Et puis, on voit aussi, par exemple, quelque chose de tout à fait étonnant, c'est 1019 et 1021. Tiens, 2 nombres premiers qui sont très proches. Ils sont distants de 2. Ils ne pourraient pas être distants de 1 parce qu'un des deux serait pair. Mais distants de 2, rien ne l'interdit, et ça arrive. Et puis dans la deuxième colonne, il y en a encore. Il y a 10 007 et 10 009. Encore 2 nombres premiers qui sont distincts de 2. On les appelle des jumeaux. Alors est-ce qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux? Est-ce qu'on peut concevoir une démonstration à la Euclide qui nous dirait que, comme on a démontré qu'il y a une infinité de nombres, est-ce qu'on peut aussi montrer qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux? Écoutez, on ne le sait toujours pas. En tout cas, donc Hardy et Ramanujan ont étudié ces tables, et puis ils se sont dit, c'est pas la bonne manière de regarder les choses, on va essayer de dire qu'est-ce qui se passe si on prend un nombre au hasard. Et si on prend un nombre au hasard, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur sa factorisation? Alors ça a donné la notion de ce qu'on appelle nombre normal. Un nombre normal, c'est l'équivalent dans le monde des nombres du français moyen dans le monde des français. Sauf qu'il y a une infinité de nombres, et pour l'instant, il n'y a qu'un nombre fini de français. Mais un nombre normal, il est divisible par 2 une fois sur 2, il est divisible par 3 une fois sur 3, par 5 une fois sur 5, etc. Il a un certain nombre de propriétés qu'on peut s'attendre, des propriétés naturelles, si on pioche un nombre au hasard. Donc un nombre normal ne sera jamais un carré, ça ne sera jamais un nombre premier non plus. Et donc Hardy et Ramanujan ont écrit, ont publié ensemble, en 1917, cet article, le nombre normal de facteurs premiers d'un entier n. Et cet article peut être considéré aujourd'hui comme l'acte de naissance de la théorie probabiliste des nombres. Donc il y a cette idée de nombre normal, et puis il y a l'idée de dire quelque chose sur la factorisation d'un nombre normal. Excusez-moi. Alors, quelles sont les découvertes de Hardy et Ramanujan? Alors, la première chose qu'ils ont montré, c'est que, en moyenne, si on ne regarde pas de manière pas pour presque tous, mais en moyenne, un nombre n a log de log n facteur premier. Alors, on a vu que la fonction log était une fonction qui croissait, mais lentement. Mais alors la fonction log-log, c'est terrible. Elle croît. Il y a à peu près 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Eh bien, un nombre de cette taille a donc en moyenne 5,22 facteurs premiers. Donc vous voyez que quand on fait de la théorie probabiliste des nombres, eh bien, on est au-delà de ce que l'être humain peut concevoir, en tout cas pour ce qui est de la taille des nombres. Et puis, ce qu'ils ont montré aussi, qui est encore plus étonnant, c'est que cette valeur moyenne est aussi la valeur normale. C'est-à-dire que si je prends un nombre au hasard, eh bien, le nombre de ces facteurs premiers, il dépend que de la taille. Mais c'est incroyable si on y réfléchit.
Enfin, c'est inouï. D'ailleurs, je crois que même Hardy et Ramanujan n'ont pas réalisé la portée de ce résultat et que c'est Erdős qui l'a compris le premier. Donc, la moralité, c'est que la structure, l'anatomie d'un nombre entier, au hasard, ne dépend que de sa taille. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'inouï, et on verra que un peu plus tard, Paul Erdős a encore raffiné cette assertion. Alors, passons quelques années. Donc là, on était en 1934, où Erdős apprend de Hardy le résultat de Hardy et Ramanujan. Ramanujan était malheureusement décédé en 1920. On passe quelques années, on arrive en 1939. En 1939, Erdős se retrouve à l'Institut des études avancées à Princeton. Princeton, cet établissement privé, est considéré comme le temple de l'excellence institutionnelle. Les chercheurs n'y ont aucune contrainte. Ils peuvent discuter librement, ils n'ont pas de charge d'enseignement, pas de charge administrative, ils sont là, ils sont logés, et puis ils peuvent travailler à leur guise. Alors cet institut a accueilli notamment Albert Einstein, après son émigration aux États-Unis, et puis Kurt Gödel, le logicien, on les voit ici tous les deux, Robert Oppenheimer, physicien, père de la bombe atomique américaine et qui a dirigé le projet Manhattan, John von Neumann, dont on a déjà parlé, et puis pour ne pas rester dans le monde des sciences dites dures, je citerai encore Erwin Panofsky, qui était un grand historien de l'art. Et donc, en 1939, il y a un certain Mark Katz qui donne une conférence à Princeton, à laquelle Paul Erdős assiste. Alors voilà Mark Katz, un mathématicien polono-américain, d'origine donc polonaise, célèbre notamment pour sa question « Peut-on entendre la forme d'un tambour ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-on entendre la forme d'un tambour? Eh bien, c'était l'idée que les fréquences émises par un objet permettent d'en reconstituer la forme géométrique. Donc si on entend le bruit du tambour, eh bien on peut reconstituer la forme du tambour uniquement à partir des sons qu'il est capable de produire. Alors, Mark Katz s'était réfugié aux États-Unis pendant la guerre. Ses parents et son frère ont été massacrés par les nazis en 1942 en Ukraine. Et il a contribué à mettre au point le radar américain, les radioguidages et les problèmes de bruit des ondes électromagnétiques. Mais à la fin de son exposé, Mark Katz, tout d'un coup, se met à parler de théorie des nombres. Alors là, Erdős se réveille. Bon, il n'avait que 26 ans, mais il avait dormi pendant quasiment tout l'exposé. Et puis, il entend parler de théorie des nombres et il se réveille. Et Mark Katz explique qu'il a des problèmes avec les nombres premiers. Il voudrait bien donner quelque chose de plus précis que le résultat de Hardy et Ramanujan. Il pense qu'au fond, derrière le résultat de Hardy et Ramanujan, d'autant plus qu'en 1934, il y avait eu une démonstration de nature probabiliste par Paul Tourane, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, eh bien, il pense qu'on devrait trouver une courbe de Gauss, la fameuse courbe en cloche. Alors, pour visualiser la courbe de Gauss, on peut utiliser ce qu'on appelle la planche de Galton. La planche de Galton, c'est le dispositif suivant. Donc, on a des taquets et on va jeter une bille qui va tomber sur ces taquets et elle peut aller de manière aléatoire à gauche ou à droite.
Alors, faisons, et puis on répète un grand nombre de fois l'expérience. Donc, voyons l'expérience. Donc, on a ces billes qui tombent. Évidemment, elles vont tomber plus souvent dans le centre de la figure qu'à l'extérieur, parce que pour aller, par exemple, complètement à l'extérieur, il faudrait tourner tout le temps à droite ou tout le temps à gauche. Alors qu'au milieu, il y a beaucoup de chemins différents qui peuvent conduire à la même situation finale. Et donc, quand on voit ces billes qui tombent, eh bien, on voit petit à petit se dessiner la fameuse courbe en cloche. Et l'intuition de Katz, c'est de dire, si je prends un entier au hasard, c'est finalement, un entier au hasard, c'est comme trouver ses facteurs premiers. Et puis, bien sûr, les probabilités, c'est pas toujours un demi, parce que la probabilité d'être divisible par 3, c'est 1/3, ou d'être divisible par 5, c'est 1/5. Donc la probabilité d'être divisible par le nombre premier P, c'est 1 sur P. Mais à part ça, eh bien, ça doit ressembler à la même chose, sauf qu'on n'a pas des probabilités qui sont toutes égales, mais qui sont un petit peu différentes. Mais la courbe de Gauss, elle résiste très bien à ce genre de choses. Alors voilà la courbe de Gauss avec les différentes probabilités des régions dans lesquelles on peut tomber. Et Katz, il pense que la répartition des facteurs premiers, ça doit suivre une courbe de Gauss. Mais il ne sait pas le démontrer. Alors Erdős se lève, demande quelle est la difficulté. Katz lui explique là où il est coincé. Il est coincé en particulier parce que la divisibilité par des nombres premiers grands n'est pas indépendante. Si je prends un nombre plus petit que 100, il ne peut pas être à la fois divisible par 13 et par 17, parce que le produit de 13 et 17 est plus grand que 100. Donc il y a des problèmes d'indépendance. Avant la fin de l'exposé, Erdős lève la main et dit « Pas de problème, j'ai la solution ». Donc il raconte, il dit ensuite « Il ne connaissait pas beaucoup de théorie des nombres, je ne connaissais pas grand-chose aux probabilités, mais à nous deux, nous avons résolu le problème ». Et ça a donné cet article, donc publié, il y a eu une première note en 1939, mais sans démonstration, et puis un article publié en 1940, reçu en décembre 1939, sur ce fameux théorème d'Erdős-Katz, qui est le théorème qui est l'objet essentiel de cet exposé, en tout cas pour la partie un texte. Pour la partie un mathématicien, je pense que le problème est résolu. Et donc, où il montre qu'effectivement, il y a une courbe de Gauss qui se dessine pour la factorisation des entiers. Alors, de manière un petit peu plus précise, appelons f de n le nombre de facteurs premiers de l'entier n. Donc f de 10, c'est 2, parce qu'il y a 2 facteurs premiers. F de 30, c'est 3, parce que c'est 2 fois 3 fois 5. Et puis f de 2017, c'est 1, parce qu'il n'y a qu'un nombre, il n'y a qu'un seul facteur premier. Alors, on regarde la courbe de Gauss, et puis on va couper à l'abscisse t, on va convenir que la surface sous la courbe, c'est égal à 1, ou 100%, et on va appeler phi de t, de cette lettre grecque, traditionnellement, la partie de la courbe, la partie de la surface sous la courbe, limitée jusqu'à l'abscisse t. Donc, si t est négatif, si t est proche de, disons, moins 1000 ou vers moins l'infini, eh bien, phi de t va être proche de 0. Et puis, si t est très grand, positif, eh bien, phi de t va être égal à 1. Alors, le résultat d'Erdős-Katz, c'est le suivant, c'est que la probabilité pour qu'un nombre pour que le nombre de facteurs premiers de n soit plus petit que log n plus t racine de log n est proche de phi de t. Autrement dit, on a reconstitué une loi de probabilité archi-classique
qui est né dans de l'imagination des probabilistes, on répète des expériences, etc., avec la factorisation des entiers qui sont nos premiers jouets. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On a créé un modèle de la courbe de Gauss avec les simples nombres entiers, nos nombres entiers qu'on a en nous depuis la naissance. Alors, on peut se demander pourquoi le nombre log n apparaît de telle manière. Alors, la raison, on a vu tout à l'heure que les probabilités, c'est pas 1,5, toujours 1,5, 1,5, mais qu'on prenait des probabilités égales à 1 sur P. Si on appelle 1, 2, 3, 5, etc., jusqu'à P, les nombres premiers qui sont plus petits que n, eh bien, la somme des inverses de ces nombres est égale à peu près à log n, et c'est la raison pour laquelle ce nombre log n apparaît. Alors, les probabilités, il y a beaucoup de phénomènes probabilistes, et on peut se demander quels sont ceux qu'on va pouvoir modéliser avec les entiers. Alors, il y en a un, par exemple, c'est le mouvement brownien. Le mouvement brownien, pour dire rapidement, c'est le mouvement d'une grosse particule qui va être qui bouge dans un fluide et qui n'est soumis qu'au choc avec les petites molécules de ce fluide. Et donc elle suit une trajectoire, voilà, une trajectoire qu'on appelle aléatoire. Bon, ça ressemble un petit peu finalement à la planche de Galton. Donc on a la trajectoire de cette particule. Eh bien, on peut modéliser, c'est en particulier ce qu'ont fait des mathématiciens de l'école de Vilnius, on peut modéliser le mouvement brownien à l'aide de la répartition des diviseurs des entiers. Et là, on arrive à des mathématiques qui sont relativement récentes. Un autre objet probabiliste assez célèbre, c'est l'ensemble de Cantor. Alors l'ensemble de Cantor, c'est un objet très, très bizarre, un peu diabolique. On commence par prendre un segment, donc c'est ce qui est tout en haut, on enlève le tiers médian, on obtient 2 segments, sur chacun de ces segments on recommence, on enlève le tiers médian, et puis on itère le procédé. On continue, on enlève, on enlève. Alors on obtient quelque chose qui est une sorte de structure bizarre avec beaucoup de vide et puis des amas, des endroits où les choses se concentrent. Mais il reste toujours quelque chose, hein, même si on va jusqu'à l'infini. Eh bien, on peut démontrer que donc c'est un objet fractal. Hein, pourquoi fractal ? Parce que donc d'abord il est infiniment divisé, et puis si on considère par exemple la figure tout entière et qu'on regarde uniquement la partie droite de la figure, eh bien on voit qu'elle ressemble à la figure entière. Et puis si on prend la partie droite de la partie droite, de nouveau, on a quelque chose qui est semblable à la figure tout entière. Donc c'est ce phénomène à la fois de division à l'infini et d'autosimilarité qui caractérise les objets fractals. Eh bien, on peut montrer que la répartition des diviseurs des entiers, c'est un travail en particulier qui a été fait avec Michel Mendès-France, ici présent, peut être modélisé, peut modéliser, par exemple, peut modéliser l'ensemble de Cantor. Et ce qui est sous-jacent dans ce résultat, c'est un autre résultat d'Erdős de 1946, qui est alors sidérant, bien que très simple. Erdős dit la chose suivante: je prends un entier au hasard, je le décompose en facteurs premiers, donc disons produit P1, P2, etc. jusqu'à Pk. C'est un entier au hasard, hein, c'est un entier normal. Alors on va supposer que les facteurs premiers sont ordonnés, on peut dans une suite croissante. Eh bien, presque toujours, le logarithme itéré
du jème facteur premier est proche de J, c'est-à-dire de l'indice. C'est incroyable quand on y réfléchit. C'est-à-dire que le 12e facteur premier d'un nombre au hasard a un double logarithme proche de 12. Et ainsi de suite. C'est quelque chose de... La structure intime multiplicative d'un nombre entier ne dépend que de sa taille, et on peut, et même, quand on regarde dans le détail la suite des facteurs premiers, eh bien, on peut encore les reconstituer rien qu'avec leur indice. Il n'y a plus rien de mystérieux. Alors, pour parler des nombres fractals, eh bien, là, l'ensemble de Cantor, c'est quelque chose qui est en dimension 1. On peut fabriquer des objets fractals en dimension 2. C'est le cas du flocon de von Core. Donc, on part d'un triangle équilatéral. Sur chacune des branches des côtés du triangle, on va fabriquer des nouveaux triangles équilatéraux. Et puis, on itère le procédé et on obtient cette figure qui est de nouveau à cette propriété d'autosimilarité. Ça, c'est pour la dimension 2. Et puis, si on veut le faire en dimension 3, en partant d'une sphère au lieu de partir d'un triangle, eh bien, on obtient ce genre de figure qui peut modéliser, par exemple, la circulation sanguine dans un corps humain. Alors, les idées probabilistes qui sont nées finalement du théorème de Hardy-Ramanujan et du théorème d'Erdős-Katz ont irrigué toute la recherche dans ce domaine jusqu'à aujourd'hui. Et je ne prendrai qu'un exemple, c'est celui d'une avancée qui date de 2013 sur le fameux problème des nombres premiers jumeaux, et donc qui a été obtenu au départ par Yitang Zhang, un mathématicien chinois, qui a montré qu'il existait une infinité de couples de nombres premiers dont la différence n'excède pas 70 millions. Alors on peut dire 70 millions, c'est grand, mais non. Pour les mathématiciens, ce qui est extraordinaire, c'est que cette borne soit finie. Et puis, très rapidement, il y a eu une autre démonstration, ou deux autres démonstrations, de James Maynard et Terence Tao, qui ont trouvé des démonstrations plus simples et puis qui ont cherché à abaisser cette borne de 70 millions. Ce qu'on voudrait, c'est 2. Alors bon, 70 millions, ça faisait beaucoup. Et puis Tao a mis sur pied un projet collaboratif sur Internet qui s'appelle le projet Polymath, où les mathématiciens sont venus, chacun a apporté sa contribution pour essayer d'abaisser cette borne. Et le projet Polymath aujourd'hui est arrivé à 246. C'est quand même mieux que 70 millions. C'est pas encore égal à 2, et on pense tout de même que 2, on aura du mal à l'obtenir par les méthodes qui ont donné les résultats précédents. Mais tout de même, c'est un progrès extrêmement spectaculaire sur un problème très ancien, qui est le problème des nombres premiers jumeaux, posé depuis l'Antiquité. Et ça date, vous voyez, donc c'est des mathématiques extrêmement actuelles. Alors, pour terminer, je voudrais donner la parole à Paul Erdős, montrer un extrait d'un petit film, Paul Erdős, N is a Number, donc un documentaire de Georges-Paul Xikeri, où Erdős expose sa conception du SF, le suprême fasciste, et du rôle de l'être humain. SF means supreme fascism. This would show that God is bad. I don't claim that this is correct or that God exists. It is just sort of half a joke. When they ask you, as a joke, I said, what is the purpose of life? I said, prove and conjecture and keep the SF score low. Now, the game with the SF is defined as follows. If you do something bad,
the SF gets at least 2 points. If you don't do something good which you could have done, the SF gets at least 1 point. And if you are okay, then nobody gets any point. And the aim is to keep the SF score low. Voilà Erdős en train de traverser le Styx. De là où il est, certainement, il peut lire dans le grand livre Transfini, avec les plus belles démonstrations mathématiques. Peut-être qu'il sait si l'hypothèse de Riemann est vraie. Peut-être qu'il connaît tout sur les nombres premiers. En tout cas, le message qu'il nous donne dans cet extrait, c'est de dire le but de la vie, c'est démontrer, conjecturer, et puis de faire le bien, en tout cas de ne pas faire le mal quand on pourrait le faire, et puis de faire le bien si on peut le faire, et ça garde le score du SF le plus bas possible. Je vous remercie. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, il y a des questions. Ah, voilà. Bonjour. Tout d'abord, merci pour ce brillant exposé. Ma question, c'est... Les nombres premiers, c'est quelque chose de déterministe. On connaît... On peut savoir de manière déterministe si un nombre est premier ou pas, par exemple. Et vous avez parlé de probabilité. Alors, j'aimerais savoir précisément comment les probabilités qui peuvent intervenir dans cet objet complètement déterministe. Alors, les probabilités interviennent à partir du moment où on considère les nombres entiers comme des variables aléatoires. C'est-à-dire, on va regarder les nombres entiers jusqu'à grand N, et puis on va s'occuper, on va dire, chaque nombre entier, si on regarde jusqu'à 1000, eh bien, il a une probabilité d'apparaître égale à 1 millième. Ça, c'est pour ce qu'on appelle la densité, puisque ce n'est pas vraiment une probabilité, mais c'est la densité, ce qu'on appelle la densité naturelle. Et on va ensuite s'intéresser aux phénomènes qui ont lieu presque toujours, c'est-à-dire avec une probabilité proche de 1, et qui va tendre vers 1 au fur et à mesure qu'on va remplacer 1000 par 10 000, 1 million, etc. Donc c'est cette approche probabiliste, c'est un prisme probabiliste qui, bien sûr, les nombres entiers, c'est quelque chose de complètement déterministe, mais si on considère les nombres sous la forme d'un objet avec une pseudo-probabilité, ou si on est à distance finie, c'est une vraie probabilité, eh bien on peut se poser des questions probabilistes. Alors les rapports entre la théorie probabiliste des nombres et la théorie des probabilités ne sont pas aussi simples. En particulier, la théorie probabiliste des nombres n'est pas une partie de la théorie des probabilités, parce que ça ne vérifie pas les axiomes de la probabilité. Mais il y a tout de même un cousinage, il y a des démonstrations qui sont semblables, on peut, et avec des interactions qui sont extrêmement riches dans les deux sens. J'aimerais bien savoir, aujourd'hui, la recherche, elle est à quel niveau au niveau des nombres premiers? Et est-ce que la recherche continue au niveau de la recherche d'inéquations génératrices des nombres premiers jusqu'à un certain niveau, peut-être? Qu'est-ce que vous appelez inéquation génératrice? C'est-à-dire une suite dont les termes sont les nombres premiers.
Alors ça, c'est un problème qui est toujours non résolu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de formule qui ne donnerait que des nombres premiers, et a fortiori une formule qui donnerait tous les nombres premiers. Mais même une formule... Alors si, il en existe, mais comme je disais tout à l'heure, qui sont en fait, comment dire, dont le temps de calcul est plus long, ou au moins aussi long que de calculer tous les nombres premiers jusqu'à une hauteur donnée. Comment dire, l'engendrement des nombres premiers dans la suite des entiers, eh bien on a des algorithmes qui peuvent permettre de les trouver plus ou moins rapidement, mais on n'a rien qui soit totalement satisfaisant. Bonsoir. Il y a beaucoup d'anecdotes à propos de Paul Erdős. Est-ce que vous avez un scoop à nous livrer? Est-ce que vous avez une anecdote un petit peu personnelle à nous livrer sur Paul Erdős, vous qui avez eu la chance de travailler avec lui? Écoutez, Paul Erdős a été quelqu'un de très, très important dans ma vie. Il avait évidemment des attitudes quelquefois un peu surprenantes. Il s'endormait au milieu de ses exposés. Il téléphonait aux gens à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce que les mathématiques étaient pour lui la chose la plus importante. Un jour, quand il venait à Nancy, donc il habitait chez moi, un jour il est arrivé dans notre chambre à 3 heures du matin et il m'a demandé si je dormais. Donc je me suis réveillé et puis il m'a dit « Bon, c'est pas grave, on travaillera demain. » Mais c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, c'était quelqu'un qui... il considérait que les mathématiques étaient un bien commun. Il n'y avait pas chez lui de notion de préséance, de vouloir être le premier, de reconnaissance. Il était dans une grande famille de mathématiciens, puisque, il n'avait pas de domicile fixe, il allait chez les uns, chez les autres, et finalement, c'est une très belle histoire de convivialité, Erdős. Donc il était partout chez lui, même si il n'avait pas de chez lui déterminé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Une petite question, je ne sais pas si j'ai bien écouté, mais est-ce qu'il a été lui-même, en tant que mathématicien, récompensé de la médaille Fields, par exemple? Et est-ce qu'au niveau de français, à l'école de mathématiques Nicolas Bourbaki, est-ce qu'il y a des éléments qui ont été développés dans Bourbaki, dans ce domaine-là? Est-ce que ça a été repris et développé de la même manière? Parce que c'était à peu près à la même époque, me semble-t-il. Oui. Alors, d'abord, Erdős n'a pas eu la médaille Fields. Selberg l'a eu en 1950, en partie grâce à cette démonstration élémentaire, première démonstration élémentaire du théorème des nombres premiers. Paul Erdős a eu d'autres prix. Il a eu en particulier le prix Cole de la Société mathématique américaine en 1952. Vis-à-vis de l'école française, en particulier le choix bourbachique, comme pouvait l'appeler Jean Dieudonné, était très à l'opposé de la manière de travailler d'Erdős. L'école française cherchait à construire des monuments, cherchait à construire des théories constituées, alors qu'Erdős était un poseur de problèmes extraordinaire et on disait le roi des résolveurs de problèmes. Il était capable d'envisager des dizaines de manières d'attaquer un problème, mais souvent, les problèmes qu'il envisageait, il les formulait sous la forme la plus simple, qui contenait en fait toute la difficulté du cas général. Et je crois que l'école française s'est souvent trompée
en pensant que c'était des problèmes anecdotiques, que c'était des petits amusements, que c'était des choses pas si fondamentales que ça. Mais aujourd'hui, et je pense qu'on n'a pas fini de voir que les résultats d'Erdős, les méthodes qu'il a mises en place, même sur des problèmes apparemment très particuliers et très spécifiques, ce que détestent les mathématiques françaises, on aime bien les problèmes généraux, il n'est pas question de faire n égale 2 si on peut faire n égale n, enfin, etc. On s'aperçoit que les méthodes que Erdős a pu mettre en place sont en fait beaucoup plus profondes, parce que par nature, il allait directement, il posait la question sous l'angle d'un cas particulier, mais c'était juste le cas particulier qui contenait toute la difficulté du cas général. Une autre chose que j'aurais pu répondre par rapport à la question précédente, c'était que quand on pose une question à un mathématicien sur laquelle il n'y a pas réfléchi, eh bien, en général, la réponse est bon, je vais y réfléchir, je vais voir, etc. La réponse d'Erdős, c'était je vais voir si je sais. C'est-à-dire qu'il allait regarder dans son magasin et si la réponse était là ou elle n'était pas là. Il y avait une grande part d'intuition qui était admise pour lui-même. En tout cas, donc c'est pour je pense que l'école française, bon, c'est moins vrai maintenant, mais elle a un peu méprisé les travaux d'Erdős pendant trop d'années. Bon, c'est pas politiquement correct ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Voilà. Je vais en profiter pour poser une question. Il n'y a aucun travail d'Erdős qui a été présenté au séminaire Bourbaki plutôt que dans les éléments de Bourbaki. Au séminaire Bourbaki, je ne crois pas, à ma connaissance, mais bon, ça, il faudrait vérifier. Je ne peux pas affirmer, je n'ai pas lu tous les comptes rendus des séminaires Bourbaki, mais je ne suis pas sûr. Peut-être que la démonstration élémentaire, la première démonstration élémentaire, mais je suis même pas certain. Je me souviens d'un jour où Jean-Marc Deshouliers avait été invité pour parler du crible, bon, qui était une des méthodes privilégiées d'Erdős. Et il a dit, bon, je vais recommencer à partir du dernier exposé de Bourbaki sur ce sujet, et donc on va commencer à Ératosthène. Je me demandais, dans la recherche sur la réduction de la différence entre P moins Q, comment se fait-il qu'on arrive à des valeurs aussi, qui n'ont l'air d'avoir rien de particulier, comme 246, qui sont même pas premières, voilà. La différence entre deux nombres premiers a peu de chances d'être un nombre premier. En tout cas, en général, c'est plutôt pair. Les méthodes sont des méthodes extrêmement complexes qui lient différentes approches, un côté analytique, mais aussi des approches de crible. On considère beaucoup de couples de nombres, et puis on va rechercher dans ces couples ceux qui vont vérifier la propriété souhaitée. Et donc, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que c'est ce que donne le calcul. Les bornes qu'on trouve n'ont pas de signification particulière. On cherche à affiner les méthodes pour donner les bornes les plus petites possibles. Mais ces nombres-là, les P-Q, ne sont pas des nombres, qui ont un sens spécifique dans la théorie, dans l'approche qui est développée. Oui, bonjour. Pour ce qui est des applications pratiques dans la vie, quel est l'intérêt d'accorder autant d'importance au nombre premier de nos jours? Voilà une grande question. Alors, les nombres premiers
ont des applications pratiques, ne serait-ce que pour toutes les questions de cryptologie. Votre carte bleue est certainement cryptée avec des nombres premiers, mais bien sûr, c'est pas la question c'est pas la raison pour laquelle les recherches sur les nombres premiers sont si importantes à nos yeux. Je crois, les nombres entiers font partie de nous et on a envie de comprendre, c'est tout. C'est la même chose que quand on regarde, il y a eu des exposés ici sur la turbulence, on voit des nuages, on a envie de comprendre comment ils se développent, comment ils se dispersent dans l'atmosphère. Et puis il y a aussi la question de l'esthétique, la question de la beauté, qui est un premier critère. Et donc on a, je crois que la curiosité, Erdős était incroyablement curieux. Il avait besoin de comprendre. Il avait besoin de comprendre aussi jusqu'où pouvaient aller les méthodes. J'ai résolu une des questions qu'il avait mises à prix avec Helmut Mayer en 1984. Et quand je l'ai revu après cette démonstration, eh bien, la question, il m'a dit, on va dans une pièce, on va discuter. Il voulait savoir qu'est-ce qui lui a manqué, quel est l'outil qu'il n'avait pas dans sa boîte à outils pour démontrer ce résultat-là. Donc je crois que la recherche, les nombres premiers, on les a en nous, c'est quelque chose, tous les hommes comptent, sous toutes les latitudes, dans tous les pays du monde, on a ces nombres qui font partie de nous, comme je l'ai dit, et comme le montre l'expérience de Karen Wynne. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui est pré-câblé dans l'esprit humain. Eh bien, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'élucider. C'est-à-dire, les nombres sont à la fois quelque chose de naturel, on dit les nombres naturels, et puis on peut poser à propos de ces nombres naturels des questions qui sont toutes simples et qu'on ne sait pas résoudre. Alors c'est un défi, et les êtres humains relèvent les défis. Enfin, pour l'instant. Oui. Je me demandais si Paul Erdős avait un nombre fétiche ou un nombre qu'il préférait plus qu'un autre. J'ai entendu parler que Daniel Tammek était un autiste Asperger, il me semble, au début de sa vie, qu'il a réussi à en sortir. Vous voyez par exemple certains nombres comme des couleurs, sachant qu'il était dans une famille de 13 personnes, je crois. Et il voyait ce nombre par exemple comme un certain bleu où il se représentait des lettres comme des nombres, etc. Peut-être que ça pouvait l'aider à faire certains calculs. Oui, mais alors Paul Erdős n'avait absolument rien d'un autiste. Les nombres entiers étaient quelque chose de... comme on disait par exemple de Ramanujan que chaque nombre était un ami intime de Ramanujan. Tout le monde connaît l'anecdote avec le nombre 1729, où un jour Hardy est venu voir Ramanujan à l'hôpital et il lui a dit j'ai pris un cabriolet dont le numéro était 1729. Pour moi, ce nombre n'avait rien de spécial, c'était un nombre plutôt terne. Et Ramanujan, qui était sur son lit d'hôpital, a immédiatement répondu, mais si, c'est le plus petit nombre qui s'écrit comme somme de 2 cubes de 2 façons différentes. Donc, on disait... Et Erdős avait une capacité comment dire, il retenait des dizaines, des centaines de numéros de téléphone. Les nombres avaient pour lui une véritable identité. Mais il ne fonctionnait pas du tout comme un autiste et je ne pense pas du tout qu'il pouvait avoir un nombre fétiche. C'est la notion de nombre qui intéressait Erdős. Ce n'était pas les nombres, chacun pris séparément. C'est le concept de nombre. C'est ça qu'il avait envie d'élucider et de comprendre. Bonsoir. J'aimerais savoir si pour Erdős, le concept, ces méthodes de recherche innovantes étaient plutôt plus importantes que ces résultats elles-mêmes, ou si c'était les résultats qui comptaient le plus, et si ces méthodes en question pouvaient justement servir à d'autres travaux mathématiques.
Oui, alors les méthodes qu'il a mises en place, en particulier son utilisation du crible les méthodes probabilistes ont été extrêmement fécondes et ont été réutilisées dans beaucoup de contextes très particuliers. Alors cela dit, il avait une manière très spécial d'écrire les démonstrations et quelquefois il fallait passer du temps pour remettre un petit peu les choses sous une forme qui soit compréhensible par tout le monde. Mais Erdős avait donc une vision très probabiliste et a mis au point des méthodes utilisant les probabilités qui sont tout à fait sidérantes. Par exemple, quand dans certains cas, on se demande est-ce que telle propriété est vraie? Eh bien, Erdős, on n'arrive pas à construire un objet qui vérifie telle propriété. Erdős met en place un modèle probabiliste avec des probabilités très particulières, très exotiques, et il montre que dans ce monde probabiliste qu'il vient de construire et qui est très particulier, presque tous les objets vérifient la propriété en question. Donc il y en a au moins un. C'est une preuve complètement non constructive, ça ne donne pas du tout, ça ne permet pas d'exhiber un objet vérifiant la propriété, mais on a le résultat. Et ça, c'est une méthode qui a été imaginée par Erdős et que personne n'avait jamais utilisée avant. Et c'est un exemple parmi des dizaines ou des centaines. Donc oui, les méthodes d'Erdős sont certainement très, sont très utiles et étayent beaucoup de recherches actuelles, d'autant plus, comme je le dis, que souvent, il énonçait et il démontrait les choses dans des cas particuliers, alors qu'en fait, les idées sous-jacentes permettaient d'obtenir très facilement le cas général, mais le cas général ne l'intéressait pas. Bon, merci. Donc, je suis désolé, mais on va devoir quitter la salle. C'est 8 heures.